Pourquoi on développe une fonctionnalité donnée? Est-ce que vous, par exemple, en tant que développeur, vous le savez? Vous savez pourquoi vous faites quelque chose? Eh bien, dans cet épisode, on va regarder comment une équipe agile fait pour justement avoir une raison d'être à ce qui est dans son backlog, à ce qui est dans son produit, pourquoi elle fait une chose et comment elle le suit, comment elle le mesure. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle du quotidien des équipes IT, qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas de soutenir la chaîne sur le Tipeee pour nous permettre de faire toujours plus de contenu de toujours meilleure qualité. Et j'en profite pour vous dire que je vais organiser différents meet-up au fil de mes déplacements. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour pas rater lorsque je passe pas loin de chez vous. Souvent dans une équipe, on va se concentrer sur l'effet immédiat d'une fonctionnalité, d'une tâche, d'une user story. Justement, dans les user stories, c'est le fameux afin que qui nous dit au fait pourquoi on veut le faire. Salut l'équipe, alors voilà, hein, l'objectif d'itération, ça va être de donner plus de détails aux utilisateurs. Donc voilà la liste des user stories qu'on va prendre qui vont permettre de faire ça. Donc là, le product owner décrit à l'équipe de développement ce qu'il entend apporter aux utilisateurs. Et du coup, quelles sont les différentes fonctionnalités pour y arriver durant ce sprint? Comment pouvons-nous être sûrs que effectivement ce que l'équipe va réaliser, ça va être une réussite? C'est quoi les critères de succès en fait? Mais au fait, le sprint d'il y a 3 mois, là, dans lequel on avait montré plus de détails sur les produits, ça fonctionne? Ça servait à quelque chose? Puis cette fonctionnalité-là, ça va servir à quelque chose? Puis moi, je sers à quelque chose? Est-ce que ma vie, elle a un sens? Et puis, pourquoi l'univers? Et dis-moi, cher PO, là, du coup, là, tu sais, les détails qu'on avait rajoutés, ça a donné quoi alors? Hein? Ouais, oh, super boulot, truc sorti en prod, pas de soucis, pas de plainte, rien, beau boulot, hein. Ah ouais, ok, c'est cool, merci, mais c'est un succès? Ah mais oui, c'est un super succès, je te dis, c'est exactement ce que les parties prenantes voulaient. Ok, moi, j'aurais quand même aimé savoir si ça avait changé la vie du utilisateur, quoi, en fait. Hein. Souvent, ce qui me manque dans un backlog ou dans un objectif de sprint, c'est l'impact. C'est le fait de savoir quel sera l'impact attendu de la fonctionnalité ou de la correction d'un problème sur le produit, sur l'équipe, sur le business. Finalement, c'est le pourquoi du pourquoi. On va reprendre l'exemple précédent, cette fois en incluant justement cette notion d'impact. Donc voilà, l'objectif de sprint, c'est de donner plus de détails sur les produits aux utilisateurs. Ok, mais ça va être relou, hein. Va falloir aller chercher plein de données dans d'autres bases de données, etc. On en attend quoi au juste? Alors on estime que ça devrait augmenter le taux de conversion de 5%, ce qui devrait se traduire sur le trimestre par 50 000 € de plus. Et puis sur le reste de l'année, plus 7% quand même. Ah oui, effectivement, je comprends pourquoi on veut faire ça. Oui, carrément, il faut qu'on le fasse, ouais. En fait, je sais que vous regardez pas toujours le dashboard avec les chiffres. Hein. Alors moi, du coup, j'ai copié les chiffres pour vous. Vous vous souvenez le sprint qu'on avait fait là pour ajouter les détails du produit? Eh ben, on attendait plus 5% de conversion. Franchement, ça a bien marché. C'est un vrai succès. Là, on a plus 6,8%. On est presque, du coup, en termes de revenus, on a déjà presque atteint l'objectif de l'année. Donc franchement, c'est cool. Et en plus, même, on voit que la satisfaction des clients, du coup, elle a même augmenté au passage. Vraiment, c'est un grand succès, quoi. Ah ouais, c'est cool. C'est un vrai succès. On voit que ça a eu un vrai impact positif sur les utilisateurs. Ça fait plaisir. Et puis, j'ai envie de dire, j'espère que ça se verra dans nos primes de fin d'année. Hein. Et là, tout ça, d'avoir l'impact ou pas l'impact, c'est la différence entre ce qu'appelait très bien John Cutler, la différence entre output et outcomes. Voilà, la différence entre juste, on a produit des choses et on a produit des résultats, des gains, de l'impact. Le fait d'en retirer quelque chose, concrètement, si on faisait une analogie avec une maison, on construit une maison, l'output, on a fait un tas de briques qu'on a bien positionnées, qu'on a soudées ensemble avec du mortier, etc. Voilà. L'outcome, pour une famille qui va emménager dedans, c'est pas une maison a été construite. Ils ont un foyer, ils ont un endroit où vivre, ils ont un endroit où ils sont hébergés, où ils sont à l'abri des intempéries, etc. Et quand le Scrum Guide, il décrit le rôle du PO comme la personne qui va maximiser la valeur de ce que produit l'équipe de développement, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. La valeur, c'est pas juste des lignes de code qui s'empilent. C'est bien d'avoir un produit qui apporte un bénéfice aux utilisateurs et qui apporte quelque chose aussi au business, qui apporte ce service. C'est l'outcome qui compte et pas l'output. Et justement, le rôle du product owner, c'est bien de l'amener toujours là-dessus, sur l'outcome.
définir ou partager l'impact d'un backlog, d'un sprint ou même simplement d'un user story, c'est déjà une première étape et c'est super. Maintenant, cet impact, ensuite, il va falloir le suivre. Donc dans le monde du logiciel, c'est quand même quelque chose d'assez commun, d'assez classique. On va rajouter du code, l'instrumentation, pour suivre ce qui se passe. Et parfois même, dans certains cas, on se retrouve même à devoir changer la manière dont on implémente un produit pour pouvoir bien intégrer toutes ces notions, bon, qui est assez classique, hein, c'est le plan de tagage, c'est des analytics, c'est du tracking, etc. Et donc concrètement, comme ça va être potentiellement du travail en plus, d'intégrer ces outils, ce code, on va se retrouver à devoir l'intégrer dans le backlog ou parfois dans le definition of done, ça dépend évidemment de comment l'équipe aborde cette question-là. Et on va devoir vraiment aussi avoir une approche différente de comment on fait le travail et se poser la question. Alors, c'est quoi l'impact attendu? Alors, comment on va pouvoir mesurer cet impact? Et parfois, on en arrive à effectivement, la mesure est presque plus importante que la fonctionnalité, parce que si on n'arrive pas à la mesurer, c'est comme si c'était rien passé. Si on n'a pas de feedback, la question elle est là, hein, c'est la notion de feedback, d'avoir un retour sur ce qu'on fait, sur comment on le fait. Si on ne l'a pas, bah finalement, ça sert à rien ce qu'on a fait. Et les bugs, comment ça se passe pour les bugs? Bah en fait, c'est à peu près la même logique. Un bug, il a des conséquences. Donc de corriger ce bug, ça aura aussi un impact. Par exemple, si on corrige ce bug, on s'attend à générer 10% de commandes en plus. Ou encore, on s'attend à ce que 50% des utilisateurs qui sont affectés par ce bug, lorsque ce sera corrigé, ils pourront enfin terminer leur panier, alors que jusque-là, on les perdait. Et là, on voit que ce soit pour des questions de bugs ou de fonctionnalité, d'avoir cette approche impact, ça permet d'aborder beaucoup plus simplement, sainement, rationnellement, les notions de priorisation. Donc effectivement, une fois qu'on connaît l'impact d'un élément de backlog, c'est plus simple de le prioriser. De manière très terre-à-terre, hein, entre une fonctionnalité qui devrait nous rapporter 1000 € et une autre qui devrait nous rapporter 10 000 €, le choix est plutôt vite fait. Alors parfois, l'impact, il n'est pas directement financier, ou plutôt, il se traduit sous forme financière à plus long terme. Ça peut être de faire gagner un certain nombre de temps à un certain nombre d'utilisateurs, ça peut être donner une meilleure image à l'entreprise. Donc le gain financier existe, hein, par contre, il est sur le long terme. Il y a quand même une formule à faire pour pouvoir comparer les choses. C'est pas juste le revenu attendu là, dès qu'on aura sorti la feature. Il y a vraiment un calcul qui doit intégrer l'ensemble des choses. En l'occurrence, on en avait déjà parlé dans le Scrum Live sur le coût du délai. Et bien sûr, et comme toujours, on vous met le lien dans la description. Et cet outil de priorisation, il ne sert pas qu'aux demandes produits, marketing, fonctionnalités, etc. C'est aussi un outil extrêmement puissant pour les développeurs, pour prioriser leurs demandes, et justement pas entre demandes techniques, mais par rapport au reste des demandes fonctionnelles, business, etc. Salut l'équipe, je vois que vous avez mis un élément de refactoring dans le backlog. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu pourquoi, comment, c'est quoi l'impact Oui, bah écoute, on sent que depuis quelques semaines, on galère, on introduit des bugs à chaque fois, donc ça nous prend du temps, et ça serait bien si on donnait un grand coup dessus pour vraiment remettre ça à plat, quoi. Ok, je vois, c'est cool, mais concrètement, ça va changer quoi? Les développements futurs, ils vont aller plus vite, en gros? Ouais, c'est ça, et puis, plus vite, mais aussi moins de bugs, hein, parce que là, en moyenne, je crois qu'on introduit 2 bugs à chaque fois qu'on essaie d'y toucher, c'est quand même assez monstrueux en fait. Hein. Normalement, on devrait en avoir 0 et c'est vraiment ce qu'on vise hein, quand on aura fait ce refactoring, etc. Normalement, on y touchera, on sera serein, ça ira vite et on n'introduira pas de bug, quoi. Pour plus de détails sur ce sujet des impacts techniques, je vous invite à regarder l'épisode numéro 25 où c'était le sujet, hein, on expliquait ça effectivement, comment on peut modéliser les impacts d'un élément technique, mais en termes business, pour pouvoir les partager et les prioriser avec le reste. Et on voit que finalement, si on n'arrive pas à expliquer c'est quoi l'impact sur le business, peut-être qu'il faudrait mieux pas le faire, effectivement. Du point de vue de l'équipe, pourquoi on voudrait se poser ces questions-là? Et surtout, parce qu'on voit bien l'intérêt pour le business de se les poser, mais pourquoi on voudrait les faire apparaître, les communiquer à l'équipe, donc? Quoi, faut changer la couleur du bouton? C'est vraiment prioritaire, ça? Non mais sérieux quoi, j'en doute, hein, franchement. Mais bon, allez, c'est dans le backlog, et hop, on y va. Oh là, mais attends là, la journée est finie dans 15 minutes là. Je vais m'y mettre demain là, ça sert à rien là. Hein. On va se regarder un petit tour sur Facebook en attendant. Les retours des ateliers UX sont formels. Hein. En changeant la couleur du bouton, on devrait avoir une augmentation de 12% des inscriptions à la newsletter. Ah ouais, bah cool, en plus c'est pas très compliqué, faut qu'on y aille. Hein.
Alors, ouais, j'ai fait la nouvelle couleur de bouton. Par contre, j'ai vu avec le designer, la couleur, je la trouvais un peu bizarre. Effectivement, ça s'est confirmé. C'était pas exactement la même couleur que dans la charte graphique. Du coup, on a ajusté, on a pris vraiment le bon truc. Ça te va, hein, si on utilise le bleu de la marque, quoi, de la charte graphique. Hein. Ah oui, bien vu. Clairement, c'est important. Hein, la cohérence, c'est ce qu'on cherchait justement en passant au bleu. Donc, bien vu. Merci. Bien joué. Hein. Connaître l'impact de ce qu'on doit réaliser, ça aide à donner du sens, tout simplement. On se rend compte que ce qu'on fait, ça sert un but. Et après, on peut même se poser la question, est-ce que ce but est atteint ou non? Ça permet aussi de comprendre les raisons des choix produits. Pourquoi on fait ça? Pourquoi parfois on a l'impression de revenir en arrière? Parfois on a l'impression que c'est une girouette. On change tout le temps de direction tous les 4 matins. En fait, voilà, il y a des vraies raisons. Et ça, ces impacts-là, c'est ce qui permet de l'expliquer et de le comprendre et d'embarquer tout le monde dans ce voyage produit. Et puis finalement, ça donne à tout le monde plus l'envie de donner le meilleur de soi-même dans le travail. On pourrait même citer le fameux adage qui a été attribué à Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. Alors, ça va quand même arriver souvent que l'impact qu'on en attend, ils ne sont pas au rendez-vous. Déjà, bon, on peut toujours se dire qu'il n'y a jamais vraiment d'échec complet parce qu'on apprend quelque chose. En l'occurrence, pour ça augmenter les ventes, ça les diminue. Ça nous donne quand même des indices intéressants sur vers quoi il faut s'orienter, les choses à faire, les choses à ne pas faire. L'important, évidemment, c'est de réagir vite. Mais dans tous les cas, il faut surtout se rendre à l'évidence, c'est que ces éléments qui ne fonctionnent pas, va falloir s'en débarrasser. Et là, on n'est pas juste en train de dire des choses qui n'ont pas un super succès. Hein. Même les choses qui marchent moyen, faut pas non plus s'encombrer avec. Hein, parce que derrière, toutes les choses qu'on va garder dans le produit, ça va être du code inutile. Et ça peut devenir toxique, dangereux ou simplement complexifier le produit et augmenter son coût de maintenance et les développements futurs. Imaginons par exemple un développeur qui se retrouve à devoir corriger un bug et ce bug a été introduit par du code mort, du code qui devrait plus être là, des choses qui servent plus à rien ou qui ont un usage pas très utile. Et ça c'est extrêmement frustrant pour le développeur et c'est du temps perdu pour tout le monde. Donc très clairement, il faut nettoyer tout ça. Salut l'équipe, parmi les choses qu'on ferait pendant sprint, je vous propose qu'on prenne le temps de vraiment nettoyer tout ce qu'on a fait là, vous savez, sur cette fonctionnalité qui permettait d'agrandir la photo du produit. Voilà, parce que finalement, on a vu que ça marchait pas plus que ça et parfois même, ça avait des impacts assez négatifs. Voilà, donc on clean tout, quoi. Ouais, bien sûr, aucun souci. En plus, on avait bien isolé le code. On va pouvoir l'enlever très facilement sans impacter le reste du produit. Donc, puis ouais, t'as raison, clairement, il faut, quoi. Puis tant qu'on y est, autre chose que j'aimerais qu'on fasse, vous savez, la fonctionnalité qui permettait de changer la fonte, la taille des caractères. En vrai, personne l'utilise, donc ça aussi, si on pouvait le virer, c'est du code mort, etc. Alors, ce qu'on peut noter, ce qu'on peut relever, c'est que les choix techniques de développement sont extrêmement importants. Parce qu'en effet, selon comment on a construit le code, ça va être plus ou moins facile de supprimer la fonctionnalité ensuite. Donc, du code qu'on aurait fait à l'arrache, voilà, sans bonne pratique. L'équipe peut avoir peur de remettre les mains dedans, de virer un peu partout les choses. Donc après, là, c'est le cercle vicieux. On va le laisser et ça va tout pourrir. Et le code suivant, il sera certainement dans un pire état encore. Et des outils comme le feature flipping qui permettent au business d'activer et désactiver une fonctionnalité, ça, c'est vraiment quelque chose de super et qui est normalement intégré dans une logique justement de on teste, on fait des tests AB, on s'adapte à l'utilisateur, etc. C'est très puissant. Mais ça aussi, il faut les nettoyer. Il ne faut pas se garder des configurations inactives. Voilà, et là, on se dit, non, mais là, on va le garder, tu vois, il y a un feature flip. Ah non, on ne l'utilise pas. On prend toujours une version du code, jamais l'autre. Ça aussi, il faut le nettoyer. C'est du code mort. Et vous, dites-moi, vous utilisez cette notion d'impact? N'hésitez pas à partager des exemples concrets pour aider ceux qui voudraient s'y mettre. À la prochaine fois, hein. Je vous adore. Vous êtes mes plus grands fans.